Marie-Claire Tiendrebego est notre invitée du jour. Elle est la présidente de l'association Sauvons l'avenir de nos enfants. Avec elle, contexte oblige, nous parlons de la thématique vacances scolaires, comment prévenir les risques de consommation de drogue. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, M. Kabouré. C'est un plaisir de vous retrouver après un long moment sur nos antennes. Et première question, est-ce que très rapidement, vous pouvez nous présenter l'association? Alors, l'association dénommée Association Sauvons l'avenir de nos enfants, voilà, est créée en 2019. Voilà, comme toute association, son but est lucratif. Voilà, et nous intervenons dans la prévention, dans la lutte contre les stupéfiants en milieu scolaire, en milieu jeune. Alors, quelles sont les motivations? Qu'est-ce qui vous a amené à penser à mettre en place une telle structure? Alors, qu'est-ce qui nous a motivés? Je pense qu'aujourd'hui, même si on n'avait pas vécu l'expérience, je pense qu'aujourd'hui, c'est nécessaire même de penser à créer ces genres d'associations pour aider à la lutte contre les stupéfiants, ces fléaux qui gangrènent notre pays, nos enfants aujourd'hui. Et ce qui nous a motivés, nous personnellement, c'est notre vécu. Ça a été notre vécu, notre expérience avec nos propres enfants. Et c'est ce qui nous a vraiment réellement motivés, vu ce qui se cache derrière cette drogue, derrière ce fléau. Il fallait en parler. Alors, nous sommes en période de vacances et c'est d'ailleurs sur cette base que la thématique est construite. Comment se porte justement la consommation des drogues en cette période généralement? Alors, on dit souvent que la consommation de la drogue se passe souvent sur le chemin de l'école, voilà, au sein de l'école. Maintenant, les enfants se retrouvent avec leur famille, alors qu'on sait que la plupart du temps, les enfants continuent de consommer les stupéfiants, même en étant à la maison. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il faut dire aussi, les parents ne sont pas présents. Les parents sont absents, ils quittent la maison, ils sont au service. Et ce qui se passe derrière eux n'est pas souvent perçu. S'il n'y a pas de grandes personnes pour gérer les enfants, et ces personnes, il faut qu'ils soient bien motivés pour pouvoir bien les gérer. Donc, pendant les vacances, souvent, c'est une casse-tête. Parfois, les parents se disent qu'en étant à l'école, c'est un soulagement parce qu'ils savent où les enfants sont. Mais quand ils sont à la maison, ce n'est pas toujours évident. Les enfants peuvent faire tout ce qu'ils veulent. C'est vrai que même s'il y a certaines dispositions, précautions qui sont prises par les parents, mais parfois ce n'est pas suffisant pour amener les enfants vraiment à rester sages, à ne pas basculer dans la drogue. Quelle est la tranche d'âge ou la classe au niveau de laquelle il faudrait s'inquiéter? Est-ce que c'est à partir de 12 ans en allant, période d'adolescence et tout, ou est-ce que déjà depuis le CM1 ou le CM2, il faut s'inquiéter? Il faut dire que la question liée à la drogue, même, il faut s'inquiéter depuis même le bas âge. Depuis même les classes de CE1, CE2, parce que l'enfant est à un niveau, à un cerveau en construction. Et ce que les grands frères font, puisqu'ils sont ensemble, les CM1, CM2, ils sont dans la cour ensemble. Et vous savez bien que les grands ont souvent une influence sur les plus jeunes. Quand les grands sont obligés d'envoyer les plus jeunes pour aller acheter telle ou telle chose, ils sont obligés d'aller. Donc, ça veut dire que tout le monde, et tous les enfants, même à partir de CE1, CE2, on peut s'inquiéter. Mais il faut reconnaître que les enfants sont très informés en ce qui concerne la drogue. Le mois d'avril, on a fait une campagne offensive avec le comité de lutte contre la drogue. Et on a compris réellement ce que les enfants savent. Et c'est vraiment une interpellation pour que vraiment on redouble d'efforts. Parce que lorsque nous sommes... Mais il faut dire que la formation, la sensibilisation concernait les classes de CM. D'accord. Mais ces classes de CM que nous avons visitées, nous avons beaucoup appris. Et les enfants savent beaucoup sur la drogue. Qu'est-ce qu'ils savent, par exemple? Ils connaissent tellement toutes les drogues. En fait, ils sont informés, mais mal informés. Ils connaissent les différentes drogues. Ils savent que telle chose, c'est la drogue. Ils savent que tel truc n'est pas bien. Mais malheureusement, ils sont mal informés.
Et c'est encore une occasion vraiment de parler encore qu'il faut redoubler d'efforts. C'est vrai que le comité, avec les partenaires, les associations, la société civile lutte, mais il faut que toute la société entière puisse participer à la lutte contre la drogue. De plus en plus, quand on parlait de consommation de drogue en milieu scolaire et tout, on parlait beaucoup plus des jeunes garçons, mais de plus en plus, on entend dire qu'il y a des filles qui s'y mettent. Est-ce que le constat est réel? Oui, le constat est réel. Le constat est réel. Il y a des filles dans la drogue. Moi, j'ai reçu une chez moi qui consommait. Elle a été chassée de la famille. Mais il faut dire que les causes liées à la drogue, la plupart du temps, c'est des causes socio-culturelles. C'est lié même à l'environnement familial. Donc, les enfants aujourd'hui, ils sont plus ou moins, je ne sais pas comment dire, avant, les jeunes filles, par exemple, étaient beaucoup collées aux mamans. Voilà, elles faisaient toutes les tâches ménagères. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est que les jeunes filles aujourd'hui, ça donne même beaucoup plus actuellement à la drogue autant que les garçons, puisqu'ils sont ensemble. Quand vous voyez ce qui se passe au dehors, c'est pas seulement que les garçons, c'est avec les filles. C'est avec les filles. Donc, ça fait même deux filles comme ça que j'ai accueillies. Et j'ai même accueilli une famille chez moi qui avait leur fille qui était dans la drogue. Et la fille et les parents, le problème était lié simplement à l'environnement familial. L'environnement familial, c'est l'absence des parents ou bien... Parce que les deux parents ne s'entendaient pas. Les deux parents ne s'entendaient pas. Et lorsque nous avons échangé individuellement avec les parents, ils ont compris leur tort. Et quand je les ai rappelés pour savoir comment ça s'est passé, ils ont dit qu'il fallait qu'ils passent chez moi pour créer le déclic. Donc, monsieur a pris conscience, madame a pris conscience, et l'enfant s'est remis. Donc, parfois, ce n'est même pas un problème compliqué. L'enfant veut simplement s'évader. Il veut s'évader, il veut vivre. Il ne veut pas rester dans un environnement coincé. Il ne veut pas rester dans un environnement où il n'y a pas de joie, il n'y a pas de vie. Donc, l'enfant cherche la vie ailleurs. Et ça, c'est lié à tout, qu'il soit garçon ou fille, tous les enfants sont concernés. Est-ce à dire que les tensions au niveau des familles ont une même mise sur cette attitude des enfants qui peuvent se mettre dans la consommation des stupéfiants, des drogues? Autrement dit, qu'est-ce qu'on fait de la rigueur? Parce qu'il y a aussi cette rigueur que les parents entretiennent pour éviter justement qu'on bascule dans ce cas où certains parents sont rigoureux, ne permettent pas aux enfants de sortir à certaines heures, ils les enferment et tout. Est-ce que tout ça, ça joue quand vous prenez les cas que vous avez reçus au niveau de votre structure? Oui, tout ça, ce sont des facteurs vraiment importants qui jouent vraiment sur la vie, sur la qualité de vie des enfants. Vous savez bien qu'un enfant n'est pas né pour vivre en autarcie, pour vivre en vase clos, pour vivre juste au sein de sa famille. L'enfant a une identité, il veut s'affirmer. Et il ne peut pas s'affirmer uniquement qu'en étant enfermé dans sa maison. Cet enfant a besoin de faire ses preuves avec l'extérieur. Et en même temps, les parents ont peur. Les parents ont peur que leurs enfants soient en contact avec un tel, alors que notre rôle en tant que parents, c'est de rendre ces enfants autonomes. Ce n'est pas qu'ils évitent telle ou telle chose, qu'eux-mêmes, en sortant, en rencontrant le danger, qu'ils puissent se détourner sans forcément avoir les parents aux côtés d'eux. Donc, c'est simplement, il faut reconnaître que nous avons aussi un grand rôle à jouer. Et je dis toujours, ce n'est pas un enfermement. Enfermer l'enfant dans la maison, tôt ou tard, l'enfant va sortir et c'est ce qui va l'entraîner dans la drogue. Le laisser aussi aller libre n'importe comment peut aussi être un facteur qui peut le conduire. Maintenant, comment? Le problème, c'est que les parents ne savent pas quelle est la conduite tenue. Et c'est ça aussi la recherche de la formation. Il faut se former. Parce qu'en matière d'éducation, vous savez que vous êtes là, on est tous là parce que nous avons appris quelque chose. Si on n'a pas appris à être journaliste, on ne peut pas être journaliste. Si on n'a pas appris à être professeur, on ne peut pas l'être. Donc l'éducation, on pense parfois que le fait qu'on atteint un certain âge, ça suffit pour nous. Voilà, tant qu'on peut faire un enfant, ça suffit, on a toutes les qualités pour éduquer un enfant. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On n'a pas toutes les qualités pour éduquer un enfant. Il faut se former. Il y a des tout petites astuces qui sont là, mais
que le fait que nous-mêmes, on a été victimes on est même parfois victimes de notre propre éducation, parce qu'on a enfermé d'une manière rigide dans l'éducation que nous avons reçue. Pendant que le monde évolue, pendant que les choses évoluent, et on ne tient pas compte. Et si on ne tient pas compte, nos enfants vont nous échapper. Et c'est là ils vont se retrouver dans les mains de ceux qui sont là aussi, qui veulent se nourrir en détruisant la vie de ces enfants. Ce ne sont pas des enfants, eux, seulement qui vendent la drogue, ce sont des adultes. Et ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est avoir les moyens et sur le dos de ces enfants qui sont immatures, qui ont un cerveau en construction, et on pense que c'est la faute des enfants. Voilà. Maintenant, c'est l'attitude qu'il faut, que lorsque le problème est là, quelle attitude il faut avoir pour gérer cet enfant. Même s'il a pris, l'enfant même peut prendre, et puis vous pouvez le ramener. L'essentiel, c'est de ne pas prendre. L'essentiel, même si l'enfant arrive à goûter, quelle est l'attitude que je dois développer pour ramener mon enfant? Et c'est ce que nous appelons la prévention primaire et la prévention secondaire. L'enfant peut ne pas primaire, ça veut dire que l'enfant n'a pas encore pris. Quand l'enfant est secondaire, lorsque l'enfant a déjà pris contact, quelles sont les attitudes qu'il faut pour amener cet enfant à ne pas prendre? Mais il y a un sacrifice, il y a un prix à payer. Et ce prix qu'il faut payer, c'est au niveau des parents. Et c'est ce prix que les parents souvent n'aiment pas payer. Et ils ne veulent pas payer ce prix. Ils pensent que les enfants font exprès et on les donne suffisamment, ils font ce qu'ils veulent. Oui, c'est nous encore qui les ont appris aussi à dépenser. C'est nous aussi qui les ont amenés aussi à être ce qu'ils sont. Nous sommes le reflet. Les enfants ne font que refléter ce que nous sommes. Donc, à nous de comprendre qu'est-ce qu'il faut, quelle est l'attitude, qu'est-ce qu'il faut changer pour amener cet enfant à la raison. Parce que ce n'est qu'un enfant et il a besoin de nous dans son processus de croissance. Justement, quand vous parlez du cas de ces enfants, ça fait beaucoup peur quand vous y mettez la question du genre qui de plus en plus se met dans la consommation de ces stupéfiants. Pour les cas que vous avez reçus à votre niveau, comment est-ce que les parents ont fait la remarque, ont constaté que leur fille, ou de façon générale que leur enfant, se mettait dans la consommation de la drogue jusqu'à vous alerter et venir vers vous? Quels sont les comportements à risque qui peuvent permettre de déceler? Alors, le premier cas, c'est un cas qui est venu dans les bras dans une maison religieuse. Et comme on sait que nous sommes nous travaillons dans ce domaine, ils nous ont fait appel. Et quand l'enfant est venu, moi, en échangeant avec l'enfant, j'ai compris déjà qu'il y avait des tares, il y avait de l'immaturité, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Sans même connaître l'enfant, rien qu'en échangeant. Oui, en échangeant avec l'enfant, je savais que l'enfant avait quelque chose, il vivait une situation. Donc j'ai amené l'enfant chez moi. Qu'est-ce que vous avez décelé déjà? C'est de la colère? Non, j'ai décelé qu'au sein de la famille, il y avait un problème. D'accord. Il y avait un problème puisque l'enfant a fugué. Il a quitté la maison près d'un mois. Et il a même peur de repartir à la maison. Donc, après, avec les échanges, moi, j'ai préféré la récupérer pour échanger davantage avec elle et pour étudier sa conduite. Et quand je l'ai amenée, je l'ai laissée sans rien lui dire pour observer comment elle allait se comporter. Mais déjà, avec l'observation, à un moment donné, 2 ou 3 jours, il fallait dire stop. Chez moi, il y a des règles. Voilà comment il faut faire. Est-ce que quand tu regardes les autres, comment ils font? Exactement, il faut aussi marcher selon. Voilà, quand tu regardes ce que les autres font, fais-le. Elle peut s'élever, elle ouvre le frigo, elle enlève ce qu'elle veut, elle mange. Elle ne demande pas. Tout ce qu'elle a, tout le temps qu'elle peut prendre, elle prend. Donc, il fallait cadrer. Voilà, il fallait cadrer. Et c'est petit à petit, on est allé voir la famille. Et quand on est allé voir la famille, c'était très difficile. La fille, c'est une fille qui a été... Elle a été adoptée, elle a été adoptée et elle est née avec une mère étrangère et son papa qui travaillait à l'international, il y avait déjà une femme. En fait, le monsieur avait déjà une femme, il a eu la femme avec cette dernière. Maintenant, cette dernière ne pouvait pas rester dans la famille parce qu'il y avait la pression de la première. Donc, on imagine déjà la tension. Elle a quitté. Et quand elle a quitté, laissé l'enfant avec le papa, et l'autre aussi a quitté. Parce qu'elle ne pouvait pas, elle est allée chez ses enfants en Europe, laisser cette petite avec son papa. Et le papa qui n'avait pas le temps, lui donnait seulement que son argent pour manger. Elle ne préparait pas, elle ne faisait rien, elle mangeait qu'au restaurant. Et elle partait à la piscine, tout ce qu'elle veut, le papa lui donnait, parce qu'ils avaient quand même les moyens. Et c'est dans ça
l'enfant a évolué. Maintenant, quand la maman est revenue pour récupérer l'enfant, l'enfant ne sait rien faire, elle ne peut pas supporter ça. Elle n'arrivait pas à supporter et c'était devenu très difficile. Au lieu d'être patiente et apprendre à l'enfant, reprendre l'enfant à l'âge 0 pour lui apprendre petit à petit les béabas, non, elle s'est mise en colère. Elle-même, c'était très compliqué. Et ce qu'il ne fallait pas. Ce qu'il ne fallait pas. Donc, on a essayé d'essayer d'échanger avec elle pour la permettre de comprendre, mais elle ne pouvait pas comprendre. Et il faut aussi dire, malheureusement, cette dernière-là, elle a fini par un cancer. Elle a piqué un cancer. C'est pour dire, elle-même, elle souffrait parce que le papa est décédé. Laisser cette fille, tu ne pouvais rien faire. Donc, à un moment donné, la petite ne pouvait pas tenir dans l'environnement. Elle a quitté le domicile. Elle vit avec ses amis. Elle a piqué une grossesse, elle a accouché. Elle allait déposer l'enfant à la maison et elle continue sa vie normalement. Et c'est dans ça qu'elle s'est retrouvée chez nous. La situation n'est pas du tout facile. Alors, quand il n'y a pas la collaboration des parents, c'est compliqué. Et nous, aujourd'hui, nous sommes en train de chercher, on veut un centre. Mais aujourd'hui, vous voyez que la drogue n'est pas une priorité. Qu'est-ce qui vous fait dire que la drogue n'est pas une priorité? On a les politiques on a l'impression que la drogue cette semaine déjà, la journée internationale par rapport à la lutte contre la drogue sera commémorée comme annuellement. On parle de politique publique et tout. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce n'est pas une priorité? Je suis d'accord, ça sera commémoré, oui. Mais chaque année, ce sont des commémorations que nous faisons. Aujourd'hui, on a pu établir une stratégie, un plan stratégique national avec le comité de lutte contre la drogue. Il y a un plan d'action qui est là. Mais il manque toujours les moyens pour mettre en œuvre le plan d'action. Et le problème de la drogue n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Ça fait très longtemps. Bien sûr. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de structure adéquate pour gérer cette structure comme un centre de désintoxication, un centre adéquat pour gérer ces cas. On dit qu'il y a un centre d'addictologie à l'hôpital. Mais moi, je ne dirais pas, je ne sais pas si ce centre-là peut résoudre le problème des enfants. C'est difficile. La société civile se bat aux côtés du comité, mais c'est très difficile, par manque de moyens, faute de moyens. Nous, on a notre plan d'action depuis longtemps. On veut créer un centre de réinsertion pour ces enfants, mais c'est difficile. C'est difficile, il n'y a pas de ressources. Est-ce que l'autorité de tutelle est informée? Oui, bien sûr. L'autorité est informée. Actuellement, nous sommes en train même d'organiser une activité avec les Coloego, voilà, qui font aussi un travail de prise en charge chez eux. Et on veut aussi conjuguer nos efforts. Et donner aussi nos manières de faire. Nous allons faire un partage. Et ça, c'est prévu pour le 4. Vous voyez, c'est pour dire que nous sommes en train de travailler, c'est amener à cette prise de conscience de toute la société. Voilà. D'accord. Et justement, en période de vacances, comment les parents devraient essayer de gérer leur enfant? Parce que ce qui se passe en période de vacances, c'est souvent l'oisiveté. Les enfants ne savent pas où aller, ils n'ont pas d'activité, ils tournent avec les camarades et autres. Qu'est-ce qui doit être mis en place par les parents qui aussi sont absents puisqu'ils doivent travailler, puisqu'ils doivent rapporter quelque chose à la maison? Comment on s'organise? Oui, je pense que quel que soit le temps qu'on a, on doit être beaucoup plus présent à la maison. On doit être présent dans la vie des enfants. Mais il se trouve qu'on est au service. Maintenant, il faut occuper les enfants. En quoi faisant? Il faut les occuper. Quelle est la bonne technique pour vous qui êtes... Vous voyez, souvent, on a l'impression qu'il n'y a rien à faire dans la maison. Les enfants ont besoin qu'on établisse des règles et qu'on confie à chacun des tâches à mener. Moi, je prends toujours un exemple. Souvent, il y a des parents aussi. Mes enfants, des fois, ils vont au village. Ils partaient au village faire les vacances avec les grands-parents. Ils revenaient. Et moi, je ne prends pas de bonne pendant les vacances. C'est les enfants qui doivent travailler. C'est leur travail. Ça doit faire partie de leur tâche. Parce que souvent, on a l'impression de dire non, après les vacances, il y a les camps vacances qui sont là, on amène les enfants voyagent, c'est bien. Les enfants, au retour de ces voyages, il faut que les enfants s'intéressent à la vie familiale, aux tâches
familial. C'est important. N'attendez pas toujours qu'il y ait quelqu'un qui vienne faire le travail des enfants à leur place. Se lever, nettoyer la maison, on ne peut pas demander à une bonne de le faire pendant que vos propres enfants sont là. En vacances. Vous savez, souvent aussi, la recherche de nos biens aussi nous limite parfois dans l'éducation de nos enfants. Le fait d'avoir les moyens souvent aussi reste un obstacle si on n'arrive pas à bien gérer les ressources que nous avons. Les enfants vont rester à eux-mêmes. Un enfant qui reste, tu n'as rien à faire, tu es devant la télé du matin au soir, ou bien on lui achète des jeux, voilà, il est devant la télé. C'est quoi vous fabriquez? Ce sont des codes. Vous lui transmettez des codes. Et ces codes, c'est pour qu'il s'habitue, il sache que voilà, c'est dans le jeu qu'il trouve son produit. Une fois qu'il s'adonne à ces jeux et qu'il s'intéresse à ces genres de jeux. Même à l'école, parfois, il est à l'école, mais sa tête, son cerveau est toujours en train de jouer. Donc, comment arriver à amener les enfants à s'intéresser à ce que vous-même vous avez fait? Souvent, on ne veut plus que nos enfants souffrent comme nous avons souffert. Oui, nos enfants ne peuvent pas souffrir comme nous avons souffert. C'est en fonction des conditions de vie que nous avons. Et ça s'imposait à nous. Aujourd'hui, même si nous avons les moyens, ne pas dire que ça va, tout doit être, de la facilité. De la facilité aux enfants. Il faut les comprendre qu'ils doivent se battre. Ils doivent eux-mêmes chercher à s'identifier à quelque chose. Parce que si je dois m'identifier à papa, par exemple, à papa qui n'est jamais là, qui n'a jamais le temps. Qui n'a jamais le temps, vous comprenez ce que ça donne, le vide que ça peut créer à un enfant. Il va faire pareil. Si je dois m'identifier à papa qui passe tout le temps à crier, ou bien à maman qui passe tout le temps à crier à la maison pour résoudre les problèmes, c'est le code que tu transmets à ton enfant. Et l'enfant va prendre ça pour une réalité dans sa vie et il va faire pareil. Et ça, je ne cache pas, c'est des réalités de notre vie ici à Ouagadougou, où un parent qui rentre tout le temps ivre à la maison. Tous ces détails-là aussi. Tout à fait. Donc, un enfant, tu vois son papa ivre tous les jours, il n'est pas content. J'avais dit, il y a une partie de lui qui est blessée. Mais comment il va gérer ce stress? Il ne peut pas le gérer. Et à ce moment, il va se retrouver vers ses amis. Et c'est là-bas qu'ils apprennent à commencer à s'habituer à la prise de la drogue. Nous, par exemple, l'année dernière, nous avons été formés, par exemple, dans un programme de l'ONUDC, Strong Family. Strong Family, c'est pour former les familles. C'est un programme dédié aux familles. Et c'est tellement intéressant. L'année passée, toutes les vacances, nous avons fait ces vacances là-bas. Et aujourd'hui, et cette année, ce qu'on aurait souhaité faire, c'est vraiment un programme de prévention contre la drogue, contre beaucoup les conflits familiaux, contre beaucoup de choses. Maintenant, il faut que les parents s'y intéressent. Aujourd'hui, nous, on veut le faire, mais on n'a pas les ressources. Et c'est l'occasion encore de demander aux gens, de demander aux bonnes volontés de nous aider à mettre en place ce programme. Parce que l'année passée, nous l'avons fait. On avait besoin de 50 personnes. Nous sommes allés à plus de 200 personnes. Nous n'avons pu faire que plus de 80. Pourquoi? Parce que problème de ressources. On ne peut pas faire plus que ça. Aujourd'hui, on a un cahier, on a toute une liste avec nous. Et ces vacances, on a prévu aussi faire cette activité. Mais jusque-là, on n'a pas de ressources. Et on demande si les bonnes volontés peuvent nous aider dans ce sens. On va aider nos enfants parce que c'est vraiment pour les familles. Oui, il faut que les familles s'intéressent parce qu'il y a des activités tellement compétentes qui nous aident à prendre en charge de manière efficace nos enfants. Et nous-mêmes, notre relation, ça nous amène à développer notre relation étroite avec nos propres enfants. C'est comme ça que nous allons les connaître. C'est comme ça que nous allons découvrir les moments d'invulnérabilité, de nos enfants. Et chercher maintenant comment les soutenir. Et le temps joue contre nous. L'une des questions aussi que j'ai prévues aujourd'hui, comment on arrive à sensibiliser les jeunes sans pour autant les stigmatiser? Alors, pour même sensibiliser les jeunes, si tu veux réussir la sensibilisation des jeunes, tu ne dois même pas les stigmatiser. Il faut que les jeunes comprennent qu'ils ont une richesse en eux.
il faut les amener à comprendre qu'ils sont très importants. Il faut les amener à croire, parce que ce que les gens disent d'eux n'est pas une réalité. Ce n'est que quelque chose qu'ils vivent, on peut les aider à se retrouver, à se réidentifier, à se donner une autre version d'eux-mêmes. Est-ce que ce n'est pas peut-être l'abus d'une telle attitude qui amène certains parents à réfuter le fait d'accepter que leur enfant consomme des stupéfiants? Certains, on a beau leur montrer avec preuve à l'appui, ils vont toujours dire non, c'est pas mon enfant, il ne le fait pas. Malgré tout. Est-ce que ce n'est pas aussi une telle pensée qui amène un parent à réfuter souvent? Non, en fait, moi, il faut dire forcément, il faut avoir la manière. Vous savez, tous les enfants, il n'y a pas un enfant qui peut être refuté au point de refuser. Ça dépend de l'attitude. Quand vous avez l'habitude d'aller vers votre enfant avec des cris, sachez qu'il va incarner ces cris en lui et tout ce que vous allez faire passer, ça ne passera pas. Et comment l'attitude que vous devez avoir, c'est vous-même qui devez d'abord corriger votre attitude pour que l'enfant adhère à ce que vous voulez. Parce que si vous voulez que l'enfant adhère tout de suite, parce qu'aujourd'hui ce n'est plus dans le temps, il y a 30 ans, 40 ans, où les parents pouvaient éduquer par la chucotte, par le fouet, et puis il n'y avait pas de problème, parce que tout le monde était unanime que c'était par là qu'il fallait éduquer. Aujourd'hui, on ne peut pas éduquer par le fouet. Si vous éduquez par le fouet, vous avez perdu votre enfant. Il y a des manières tellement simples pour éduquer un enfant. Et il faut faire connaître, il faut aussi que les parents sachent que l'enfant qui réplique, l'enfant qui s'exprime de manière ouvertement là, il faut dire merci parce que ça montre réellement le problème que l'enfant a. Il y a des enfants, tu sembles écouter, qui semblent bien, mais en réalité, ils ont peur de s'exprimer. Et quand l'enfant a peur de s'exprimer, ça va jouer sur lui tôt ou tard. Et à ce moment, les parents vont dire que non, pourtant, c'était l'enfant le plus sage. C'était l'enfant qui m'écoutait. C'était l'enfant. Pourtant, non. C'est pas forcément parce qu'on écoute que forcément la personne est réellement d'accord avec ce que vous faites. Donc, il y a plusieurs nuances. Il faut que les parents apprennent à connaître réellement leurs enfants. Voilà, c'est vraiment ce qui est le plus important, c'est connaître son enfant. Si vous ne le connaissez pas, vous n'allez pas pouvoir l'aider. Et changer votre attitude pour amener votre enfant à épouser vos idées, à vous comprendre et à écouter pour marcher réellement, à s'allier vraiment sur vos principes. Sinon, il ne pourra pas le faire. Alors, Marie-Claire Tchenebego, ma toute dernière question, qu'est-ce qui vous redonne espoir malgré toutes les difficultés, à toujours espérer à ce que les choses changent, à toujours vous battre dans ce que vous faites? Moi, je sais, là où le fléau nous amène, moi j'ai espoir que demain, là, il y aura cette prise de conscience au plan national, que tous les parents prendront conscience et chacun va se mettre pour qu'on puisse mettre dans la main et remédier à ce fléau. Moi, j'ai grand espoir. C'est pour ça que on n'a pas de soutien. On n'a pas quelqu'un, on n'a rien, c'est notre volonté. Parce que nous avons vécu la situation. Et aujourd'hui, nous comprenons, même quand quelqu'un refuse aujourd'hui d'adhérer, de dire, il y a des gens qui refusent, qui disent non, si l'enfant veut se droguer, il n'a qu'à aller se droguer. Oui, il y a des parents qui le disent. Ils n'ont pas fini de chercher leur argent. Il y a les autres qui sont là, je ne peux pas me rester à cause d'un enfant. Et ce n'est pas que c'est cet enfant qui peut mettre fin à tout ce que la personne cherche. Tout ce que le parent est en train de chercher, cet enfant peut mettre fin à tout cela. C'est une plaie que tu as au pied. Si la plaie n'est pas guérie, tout le corps va souffrir. Tout le corps va souffrir. Donc, vous êtes obligé de soigner la plaie pour que le corps puisse être sain. L'enfant a simplement besoin d'être compris. L'enfant a besoin, ce n'est pas juste en refusant ou bien en le réprimandant, à ne pas l'écouter parce qu'il est comme ça. L'enfant, il faut que les parents comprennent ce qu'ils sont, la réputation qu'ils veulent, la dignité qu'ils recherchent, la manière dont ils fonctionnent. L'enfant fonctionne pareillement. L'enfant fonctionne pareillement. Si vous parlez avec une grande personne en criant, ce n'est pas évident qu'il va vous écouter. Finalement, c'est parce que l'enfant ne peut pas réagir comme l'adulte, qu'il est obligé d'accepter et d'écouter, parce qu'il sait que si Samy, on va le frapper. Mais qu'est-ce qu'il ressent en lui? Qu'est-ce qui reste en lui qui détruit
son estime de soi. Parce que notre rôle, ce n'est pas de réprimander, d'amener l'enfant à se recoquiller sur lui. Notre rôle, c'est d'amener l'enfant à être autonome, à être ouvert, à s'exprimer, même quand il y a un problème. Il n'a qu'à s'exprimer. C'est à partir de là que nous pouvons réellement aider nos enfants à grandir. En tout cas, merci à vous, Marie-Claire Tiendrebego. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Sauvons l'avenir de nos enfants. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs. Merci pour votre constante fidélité à ce programme. Et en attendant, Dieu voulant, de vous retrouver pour un prochain numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir. Truy TV, la télé interactive.